Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour l'une de ces émissions spéciales ou particulières que nous avons multipliées depuis le début du confinement et qui nous permettent d'ajouter à nos conversations hebdomadaires de larges suppléments d'informations, le plus souvent orientés vers ce qui se passe dans d'autres pays que la France. C'est ce qui va nous arriver aujourd'hui puisque nous allons nous intéresser aux États-Unis et nous allons le faire avec une voix connue de longue date de nos auditeurs, celle de François Bujon de l'Étang. François, bonjour. Bonjour Philippe. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de France, qui est une dignité et non pas une activité, mais qu'avant d'obtenir cette dignité, vous aviez exercé l'activité. Vous avez, à la sortie de l'ENA, dont vous êtes sorti premier, et vous êtes le deuxième à avoir choisi le Quai d'Orsay en sortant major de l'ENA, vous êtes entré au cabinet du général de Gaulle, où vous êtes resté entre 66 et 69, jusqu'au moment où il a lui-même quitté le pouvoir. Vous êtes retourné à l'Élysée comme conseiller diplomatique et de défense de Jacques Chirac. C'était pas à l'Élysée, c'était à Matignon. C'était à Matignon, mais oui, bien sûr, entre 86 et 88. Grave erreur. Premier ministre de la première cohabitation. Non, c'était pas du tout le même côté, la même rive de la Seine. Mais avant de rejoindre le cabinet de Jacques Chirac, vous avez été à Washington dans le privé, comme on dit. C'est-à-dire vous étiez le président français de la COGEMA, de la filiale de la COGEMA, donc, qui a fort à voir avec l'énergie atomique, à Washington. Donc vous avez passé 4 ans dans cette fonction, et puis vous avez par la suite réintégré le corps diplomatique, et vous avez été ambassadeur pendant 7 ans, de 1995 à 2002. Vous avez été le représentant de la France aux États-Unis. Alors, évidemment, j'ai bien l'intention de vous interroger sur la situation, je dirais, étonnamment excentrique qui est celle des États-Unis aujourd'hui, sur la situation économique, sur la situation de l'emploi, sur la situation de la politique sanitaire et de l'affrontement de la pandémie. Mais avant, j'aimerais vous poser une ou deux questions personnelles sur votre lien avec les États-Unis. À quel moment, je vous la pose d'autant plus que, d'abord, comme on se voit souvent, on oublie toujours de poser aux gens qu'on voit les questions qui vous trottent dans la tête. Et je sais que vous êtes pour partie russe. Enfin, vous êtes d'origine russe, pas soviétique, mais russe. Et voilà. Et en fait, ce sont les États-Unis qui vous ont attiré ou ils vous ont tiré à eux, si je puis dire. Comment sont-ils entrés dans votre existence ? Ils m'ont attiré parce que j'avais envie d'y aller depuis longtemps et que ça faisait partie de ma vocation diplomatique. Je crois pouvoir parler d'une vocation puisque ceux qui m'ont connu m'ont toujours dit que j'ai commencé quand j'avais 12 ou 13 ans à dire que je voulais être diplomate et que je voulais être ambassadeur. C'est donc une vieille idée qui a guidé mon parcours d'étudiant et qui m'a mené jusqu'au Quai d'Orsay et ensuite jusqu'aux États-Unis parce que j'avais envie d'aller aux États-Unis. Mais je ne les ai découverts que relativement tard par rapport à ce que font les jeunes gens d'aujourd'hui. Je ne l'ai découvert que comme diplomate en 1966. Ça a été ma première visite aux États-Unis. Elle a été suivie de beaucoup d'autres, puisque vous avez mentionné quelques-uns de mes passages aux États-Unis, mais il y en a d'autres que vous n'avez pas mentionnés. Comme jeune diplomate, en 1966, j'ai été envoyé pendant 3 mois rejoindre la mission permanente de la France auprès des Nations Unies à New York pour assister à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ensuite, après l'Élysée, j'ai été affecté comme premier secrétaire à l'ambassade de France à Washington, où je suis resté pendant 4 ans sous l'administration Nixon de 1969 à 1973. Et ensuite, et avant l'épisode COGEMA que vous avez mentionné, j'ai fait un séjour à la Harvard Business School où j'ai suivi un programme de management avancé pendant l'année 1982. Donc tout ceci, mis bout à bout, fait que j'ai dû passer 18 ans de ma vie aux États-Unis, auxquels j'ajoute 3 années de Canada, ce qui fait un peu plus de 20 ans d'Amérique du Nord. Alors, c'est l'Amérique qui m'a attiré. Elle m'a attiré pour toutes sortes de raisons. Amateur d'histoire et de géographie que j'étais, j'avais envie d'aller aux États-Unis. J'ai beaucoup lu de littérature américaine quand j'étais jeune et j'avais furieusement envie de découvrir les États-Unis. Je les ai découverts en 1966 à travers New York.
Ensuite, il fallait découvrir le vaste continent. Et c'est pourquoi j'ai toujours été volontaire dès qu'il y avait une occasion de se rendre aux États-Unis. Voilà vraiment l'histoire d'une attirance. Alors, dans cette attirance pour les États-Unis, vous avez connu, vous venez de le rappeler, vous aviez commencé bien plus tôt que je ne l'ai dit dans mon résumé de résumé, mais vous avez connu des États-Unis extrêmement différents. Comment est-ce que vous caractériseriez l'évolution de ce pays entre votre premier séjour et ce que vous observez maintenant directement ou indirectement? Il a coulé effectivement beaucoup d'eau dans l'océan Atlantique depuis ma découverte de 1966. Lorsque je me suis rendu aux États-Unis en 1966, l'Amérique était incontestablement une superpuissance qui dominait complètement la situation mondiale. Nous étions en pleine guerre froide. L'Amérique incarnait évidemment non seulement le rêve américain, le rêve démocratique, si vous voulez, mais elle était face au monde communiste, le phare de ce qu'on appelait à l'époque le monde libre. Je réalise en prononçant cette expression, ce que ce vocabulaire a de désuet aujourd'hui. Mais c'était le cas dans les années 1960. J'allais donc découvrir un pays qui était en plein boom sur le plan à la fois économique, financier, technologique, universitaire, et qui était incontestablement le leader de ce que l'on appelait à l'époque le monde occidental. Et je découvrais un pays en pleine santé et en pleine effervescence, qui a très vite commencé à entrer d'ailleurs dans des turbulences très fortes, puisque c'était moins sensible en 66, mais quand je suis arrivé à Washington, à l'ambassade en 1969, c'était très très fortement éprouvé déjà. La guerre du Vietnam était un traumatisme national profond qui avait dressé notamment les campus universitaires en révolte contre ce qu'on appelait le draft, c'est-à-dire contre la conscription, et la guerre du Vietnam était probablement un traumatisme moral profond pour les États-Unis, dans la mesure où ce grand pays profondément religieux découvrait le concept d'une guerre qui n'était pas forcément une guerre juste. Et c'est cette notion de guerre juste qui a été, je crois, l'essence du traumatisme de la guerre du Vietnam. Donc, les États-Unis dans lesquels j'ai vécu pour la première fois longuement entre 69 et 73 étaient des États-Unis qui étaient toujours, bien entendu, le leader du monde occidental, qui étaient toujours le fer de lance de la lutte contre le communisme, mais c'était un pays qui a été profondément troublé, d'abord par une crise morale, comme je l'ai dit, qui était la guerre du Vietnam, mais ensuite par le problème des droits civiques, par l'assassinat du docteur Martin Luther King, et puis par le Watergate et par le traumatisme de la fin de l'administration Nixon. J'ai donc connu au début des années 1970 une Amérique très troublée et qui doutait profondément d'elle-même. C'était extrêmement différent de ce que j'avais découvert plus tôt dans les années 60. En y revenant ensuite un peu plus tard sous l'administration Reagan, j'ai découvert alors une autre Amérique, un autre avatar de l'Amérique, une Amérique qui avait été ébranlée par ces deux traumatismes du Vietnam, puis bien entendu du Watergate, et qui découvrait un président assez apparemment inédit, bien que ce n'était pas un novice en politique, puisqu'il avait été gouverneur de Californie, mais qui avait des idées extrêmement arrêtées et assez simples, et qui a eu au fond le mérite de rendre confiance à l'Amérique et de rendre à l'Amérique une certaine foi dans ses valeurs fondamentales et dans ce qui était, je dirais, le rêve américain. Il a redoré le rêve américain. C'était cela l'essence du réaganisme. Et puis par la suite, j'ai vécu d'autres Amériques. J'ai vécu l'Amérique également très prospère de M. Clinton, président démocrate, et j'ai vécu la révolution néoconservatrice après le 11 septembre 2001 avec l'administration Bush et la marche vers la guerre d'Irak. Alors, Donc, j'ai vu se succéder un certain nombre d'épisodes de l'histoire américaine qui, à chaque fois, ont présenté un visage différent de l'Amérique. Alors, ces épisodes nous serviront pour remettre en perspective l'actualité des États-Unis, mais avant qu'on en vienne à cette actualité, je voudrais vous rappeler
une phrase du personnage d'avocat que joue Charles Denner dans Z, le film de Costa Gavras, où il dit à ses camarades militants, il faut toujours s'en prendre aux Américains, si tu ne sais pas pourquoi, eux, ils le savent. Et cette phrase trouvait une résonance extrêmement importante et facile dans une grande partie de l'opinion publique. Et c'est cette période des années 70 à laquelle vous venez de faire référence en parlant du Vietnam, mais on aurait pu aussi évoquer le rôle des États-Unis en Amérique centrale et en Amérique latine. Cette période est une période, me semble-t-il, pendant laquelle s'est cristallisée une hostilité à l'égard des États-Unis, à l'égard de l'impérialisme américain, comme on l'a souvent lu sur les pancartes des différents défilés. Et au fond, il me semble que c'est la première fois que les États-Unis ont été, par une partie de l'opinion publique mondiale, et notamment européenne, ont été détestés. Jusque-là, il me semble qu'ils avaient échappé à ça. Est-ce que vous avez senti ça? Est-ce que ça vous semble une observation juste et est-ce que ça a eu des effets, à votre avis? C'est difficile de retracer, c'est difficile. Il faut prendre cette affaire sous plusieurs angles. Moi, mon premier visage de l'Amérique, je suis un enfant de la guerre, je suis né en 1940, j'ai des souvenirs très précis de la libération de Paris et j'ai des souvenirs des GIs arrivant dans Paris, distribuant des chewing-gums et des bonbons et souriant depuis leur Jeep. C'était mon premier visage de l'Amérique, si vous voulez. J'avais 4 ans, mais je me souviens très bien de ces premières images-là. Et ensuite, il faut que je les réconcilie avec ce que j'ai connu comme écolier, lycéen, puis étudiant dans les années 1950, où je voyais US Go Home, écrit par le Parti communiste, bien entendu, sur beaucoup de murs de notre beau pays. Donc, si vous voulez, cette adhésion à l'Amérique, elle n'était pas générale. Mais par la suite, ce que j'ai découvert, c'est que l'Amérique était à la fois un modèle que chacun cherchait à imiter, puisque c'était un pays qui apparaissait comme l'avant-garde et qui, en outre, avait déjà commencé à déployer ce que l'on n'appelait pas encore à l'époque, mais que l'on a baptisé plus tard de soft power, avec la musique, le cinéma, tout ce que vous voudrez, la culture populaire américaine dont nous avons tous été baignés dans nos jeunes années. Mais le rapport à l'Amérique a toujours été ambivalent. Et je l'ai découvert après en m'intéressant à la politique. Parce que sur le plan politique, on cherche toujours à avoir l'Amérique avec nous, à être finalement avec l'Amérique. Nous sommes dans le monde occidental, nous étions dans la communauté atlantique, à l'époque de la guerre froide, l'Amérique était le pivot autour duquel nous nous organisions finalement. Mais d'un autre côté, j'ai découvert très vite que dès que l'Amérique commençait à s'agiter, à prendre des initiatives, elle suscitait des critiques et que l'on trouvait toujours qu'il y avait trop d'Amérique ou que les Américains ne connaissaient pas le monde, ne savaient pas y faire, ne savaient pas s'y prendre. Donc il y avait à la fois cette relation très ambiguë dans laquelle on veut toujours plus d'Amérique et l'on est content de vivre à l'ombre d'ailleurs de la protection américaine, ce qui était le cas de l'ensemble de l'Europe de l'après-guerre, mais où on a toujours tendance à trouver que l'Amérique impérialiste tire toujours la couverture à elle et veut toujours que le monde soit à son image et a du mal à admettre les différences. C'est cette relation que les Américains appellent une relation d'amour-haine. Le love-hate relationship, c'est une expression toute faite, un peu un pont aux ânes aux États-Unis, mais qui est toutefois assez utile pour caractériser l'ambiguïté de cette relation. Alors, vous avez rappelé à juste titre qu'il y avait eu une détestation politique, mais plus que politique, politisée des États-Unis, qui est celle du Oui, Parti communiste après oui, la guerre. Celle à laquelle je faisais allusion était une détestation ou un éloignement beaucoup plus sociétal, comme on dit aujourd'hui, beaucoup plus dans l'opinion. Mais ne nous apesantissons pas davantage sur le passé, parce que vous avez aussi, me semble-t-il, observé autre chose, qui est le décentrement du regard de la politique étrangère américaine, qui, Kissinger l'avait fait remarquer d'ailleurs au moment de l'élection d'Obama, regard qui est passé de l'ouest à l'est, de l'Atlantique au Pacifique. Vous en avez senti les premiers effets, j'imagine.
les premiers effets, encore que ce se soit beaucoup accentué récemment, notamment sous l'administration Obama. Mais si on met tout cela dans une perspective historique, je crois qu'en réalité, on a trop tendance à tirer, pour le coup, nous, la couverture vers l'Europe et à oublier que l'Amérique est un pays continent qui se trouve dans une situation géopolitique extraordinaire puisqu'elle a la dimension d'un continent, mais qu'elle a une façade atlantique et une façade pacifique. Et en réalité, c'est à l'occasion de l'émergence de la Chine et de ce pivot vers l'Asie qu'a défini l'administration Obama, que l'on a été tout à fait fasciné par le fait que l'Amérique se détournait de l'Europe pour se tourner vers l'Asie. Mais on oublie que si on se place dans une perspective historique beaucoup plus longue, l'Amérique a tourné le dos à l'Europe quand elle a proclamé son indépendance et qu'elle a commencé d'avoir une politique étrangère propre. À partir de l'administration du général Washington et puis de celle de Jefferson, on a eu affaire à une Amérique qui se détournait ostensiblement de l'Europe, qui refusait de se trouver impliquée dans les complexités dangereuses du monde européen et qui entamait une marche vers l'Ouest qui a caractérisé la colonisation du continent américain par l'Amérique pendant toute la durée du 19e siècle. Et cette marche vers l'Ouest, la conquête de l'Ouest célébrée par John Ford, entre autres, et par toute la culture du western, les menait incontestablement vers le Pacifique et vers la découverte du Pacifique. Et en réalité, on parle du pivot vers l'Amérique, vers l'Asie décrété par le président Obama, mais on oublie que ce sont les Américains qui ont très largement commencé à déployer une politique impérialiste dans l'ensemble du Pacifique dès le 19e siècle. On oublie que c'est un officier de marine américain, le commodore Perry, qui a ouvert le Japon, si j'ose dire, entre guillemets, à la canonnière en 1854 au monde occidental, ce commodore Perry qui est le modèle même de Pinkerton dans Madame Butterfly, et que la fascination des États-Unis pour la Chine ne date pas du tout d'aujourd'hui ni de Mao Tse-tung, mais a commencé en fait avec les missionnaires américains qui ont commencé à essaimer sur le continent chinois pendant toute la fin du 19e siècle. C'est extraordinaire. Je me souviens d'avoir écrit dans divers articles que j'ai publiés à ce moment-là, lorsqu'Obama a proclamé et décliné le pivot vers l'Asie, que la célèbre phrase disant, j'ouvre les guillemets, le destin des États-Unis se jouera beaucoup plus dans le Pacifique qu'en Europe, est une phrase qui a été en réalité prononcée non pas du tout par le président Obama, mais par le président Theodore Roosevelt en 1909. Oui, il y a, si j'ose dire, prescription, du coup. Ah, pas vraiment, il y a plutôt continuité. Oui, oui, non, mais je veux dire, pardon, c'était une mauvaise blague. Je profite du moment et de cette mauvaise blague pour vous poser une question sur le continent. Vous avez rappelé, l'Amérique est à la taille d'un continent, l'Amérique du Nord est en soi un demi-continent, mais l'Amérique du Nord, c'est aussi le Canada. Or, vous avez été ambassadeur au Canada pendant à peu près 3 ans. Oui. Qu'est-ce que le Canada est que les États-Unis ne sont pas? Le Canada est une espèce de contre-modèle américain. C'est très intéressant parce que le Canada, qui a été évidemment, pendant la première partie de son histoire, un dominion de la couronne britannique et qui a d'ailleurs encore aujourd'hui la reine d'Angleterre comme chef de l'État, le Canada est une démocratie libérale comme les États-Unis d'Amérique, mais qui a un système social notamment et un système de protection sociale qui ressemble beaucoup plus aux différents systèmes européens qu'au système américain. Donc très souvent, le Canada, on pourrait le définir, pour utiliser, si vous m'autorisez une seconde à parler anglais, l'expression américaine, c'est la softer, gentler America. C'est l'Amérique plus douce, l'Amérique en plus douce, une version soft, si vous voulez, du modèle américain, qui regarde quand même encore beaucoup vers l'Europe, qui est encore très attaché à l'appartenance au Commonwealth, bien que tout ceci commence à se dissoudre, bien entendu, dans les brumes mondialisées du XXIe siècle, mais c'est encore une Amérique, mais une Amérique
plus douce, une Amérique plus sociale, une Amérique plus libérale, qui, pour bien des étrangers d'ailleurs, est un attrait considérable, car le Canada est un pays d'immigration qui continue à attirer de nouveaux citoyens en provenance des quatre coins du monde. Donc voilà, ce n'est pas une annexe de l'Amérique, c'est autre chose. C'est un pays différent, dont l'histoire est différente, dont la civilisation est différente, qui a gardé des racines européennes tout en s'en éloignant progressivement, mais en ne les rejetant pas, contrairement aux immigrants américains qui très souvent rejetaient leurs racines européennes pour oublier tout ce qu'ils venaient de fuir. Et c'est un pays qui a su s'inventer comme un autre modèle de démocratie, bien qu'ayant également des dimensions continentales et un régime fédéral encore plus lâche, d'ailleurs, que le régime américain. Alors, j'aurais eu encore beaucoup de questions à vous poser sur le Canada et sur votre propre carrière diplomatique, mais je pense qu'il est temps que nous en venions à la situation actuelle et à son caractère tout à fait extravagant. Rappelons qu'il y a quelques semaines, l'emploi était au plus haut aux États-Unis, l'économie était la plus performante et que tout à coup, on est dans une situation qui est complètement inversée. Quel point saillant retenez-vous pour expliquer ou pour en tout cas faire comprendre cette situation? Jusqu'à présent, les États-Unis, enfin jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'au début de la pandémie que nous sommes en train de traverser, les États-Unis avaient un système économique, un moteur économique qui marchait magnifiquement. Ils étaient au mois de janvier, ils avaient un taux de chômage qui était de 3,5%. C'était un plus bas historique dans l'histoire américaine. Et voilà que d'un seul coup, on a détruit un nombre d'emplois considérables. Apparemment, pour citer juste le mois d'avril, on semble avoir détruit 20 millions et demi d'emplois aux États-Unis d'Amérique, et on atteint aujourd'hui, le dernier chiffre publié de la population du chômage, c'est celui de la fin du mois d'avril, 14,7% de la population active en avril, comparé à 3,5% en janvier. 14,7%, ça veut dire 23 millions de personnes. C'est le taux le plus élevé, au contraire, historiquement, du chômage aux États-Unis d'Amérique. Et ce changement est arrivé en moins de 3 mois. C'est donc quelque chose qui s'apparente à un tremblement de terre qui est absolument extraordinaire et sans précédent. Et probablement, au mois de mai, nous serons autour de 16, peut-être 17% de taux de chômage, ce qui est considérable. Alors, ça veut dire toutes sortes de choses. Ça veut dire d'abord que c'est l'effet, bien entendu, de l'épidémie de coronavirus et de l'arrêt complet de l'économie dans un certain nombre d'États américains. Ceux-ci sont inégalement frappés par la pandémie, mais les États-Unis, dans leur ensemble, sont très, très fortement frappés. Avec près de 100 000 morts aujourd'hui, mais dans un pays dont il faut rappeler, parce qu'on cite toujours le chiffre brut des morts ou des contaminés, mais que nous parlons d'un pays de 330 millions d'habitants, c'est-à-dire 5 fois plus peuplé que la France, par exemple. Il faut garder cette proportion à l'esprit. Mais voilà un tremblement de terre économique absolument considérable qui n'avait absolument pas été vu et qui se décline alors sur toute la gamme des indicateurs économiques, puisque les marchés, par exemple, étaient florissants et même en proie à une certaine euphorie au début de l'année 2020 et qu'aujourd'hui, ils ont subi une baisse, un réajustement absolument massif et considérable. Alors tout ceci a des conséquences politiques évidentes. Le fait que nous soyons en année électorale aux États-Unis et que cette pandémie frappe l'Amérique pendant une année de campagne électorale présidentielle et que M. Trump abordait au début de l'année 2020 en position d'extrême force cette campagne électorale, puisqu'il se proposait de surfer littéralement sur l'excellence des résultats économiques américains pour se faire réélire sans coup férir au mois de novembre. Alors peut-être sera-t-il réélu au mois de novembre, si l'élection a bien lieu au mois de novembre. Nous en parlerons peut-être dans un instant, mais ce qui est certain, c'est que la pandémie lui a tiré le tapis de sous les pieds et que ce qui apparaissait évidemment comme une réélection facile apparaît aujourd'hui beaucoup plus problématique avec le risque de troubles économiques et sociaux importants d'ici l'automne.
Alors, avant que nous en venions à la politique et à cette élection présidentielle à laquelle vous venez de faire allusion, un mot sur la gestion de la pandémie, de la politique sanitaire. Euh, il faut se garder de tirer des conclusions hâtives, puisque c'est sur la longueur du temps qu'on peut apprécier les effets d'une politique sanitaire, mais on peut quand même d'ores et déjà dire quelque chose de cette politique sanitaire du gouvernement des États-Unis et puis de celle qui est prônée ou de celles avec un S qui sont successivement prônées par le président Trump. Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, d'une part, les États-Unis ont été pris en flagrant délit d'impréparation complète à une situation pandémique comme celle que nous connaissons. Alors, ils ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup d'autres pays, et notamment des pays européens, je n'en nommerai aucun, mais lisez, suivez mon regard, qui étaient également dans un état de grande impréparation, bien que toutes sortes de travaux fort savants, y compris des travaux américains nombreux, comme beaucoup de réflexions de l'administration sur la défense et sur les principaux défis à la sécurité nationale, aient dûment mentionné le risque de pandémie ou le risque de terrorisme bactériologique comme des éventualités auxquelles il était important que l'Amérique se prépare. L'Amérique a été prise en état d'impréparation totale. C'est un premier point. Le second, c'est que l'administration Trump, au début, un peu comme Boris Johnson au Royaume-Uni, par exemple, n'a pas pris plus au sérieux qu'il ne fallait la menace épidémique. Et il a fallu du temps pour que l'Amérique se réveille. La troisième chose, c'est que l'Amérique est un pays fédéral dans lequel la santé publique est une compétence qui est une compétence des États fédérés tout autant que de l'État fédéral, et même davantage que de l'État fédéral. Et que ce sont les gouverneurs d'État, très souvent, qui ont eu à prendre les mesures, par exemple les mesures de confinement ou les différentes mesures pour faire face à la pandémie. Donc on s'est trouvé dans une situation étrange dans laquelle le pays, dans son ensemble, a fait preuve d'impréparation, il a fait preuve de fragmentation dans la réponse qu'il a apportée à l'épidémie, et l'administration centrale elle-même, et notamment le président des États-Unis, n'a pas toujours donné l'impression d'être à la mesure du défi, c'est un euphémisme, d'être à la mesure de l'enjeu que représentait la pandémie. Et aujourd'hui, le président Trump est très critiqué à droite et à gauche pour son attitude à l'égard de celle-ci. On voit très bien que sa préoccupation aujourd'hui est économique, pour des raisons qui comportent évidemment beaucoup d'arrière-pensées politiques, et qu'il souhaite remettre le pays au travail le plus vite possible. Et il est très intéressant de constater que beaucoup de ses conseillers, y compris le fameux docteur Fauci, qui l'a accompagné dans toutes ses conférences de presse télévisées à la Maison-Blanche récemment, mettent au contraire en garde contre un déconfinement trop rapide et ses dangers. Alors, comme vous l'avez dit, les gouverneurs jouent un rôle important. Ils n'ont pas toutes les responsabilités, mais ils en ont beaucoup. Et Donald Trump a fait de son mieux pour se défausser sur eux et mettre en avant la responsabilité des gouverneurs plutôt que la sienne. Il se trouve, Oui. qu'on a l'impression que les décisions prises en matière de politique sanitaire, et notamment en matière de confinement, recoupent des clivages politiques. Les démocrates, les gouverneurs démocrates sont confineurs et les gouverneurs républicains sont déconfineurs. C'est un peu exagéré, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant dans cette distinction? Si, vous avez raison de le souligner, parce que vous pensez manifestement à New York et à la Californie, dans lesquels les gouverneurs ont été des confineurs, effectivement, et ce sont deux grands États démocrates, bien entendu. Ça correspond aussi très largement à la densité de population, ce que vous dites, ce phénomène que vous soulignez à juste titre. C'est que ce sont dans les États souvent les plus peuplés que les gouverneurs sont des gouverneurs démocrates. C'est le cas, par exemple, à New York, c'est le cas en Californie, c'est le cas dans le Michigan aussi. Et c'est tout à fait intéressant. Par contre, les gouverneurs républicains sont souvent à la tête d'États plus ruraux ou à moindre densité de population. Et ceci explique peut-être cela, plus qu'un biais idéologique, je pense. Alors, vous avez souligné la démesure des discours et des tweets du président des États-Unis, du président Donald Trump.
on a chaque jour un matériau abondant pour le décrire, faire le portrait de Donald Trump en père Ubu. On le fait d'ailleurs presque depuis le premier jour de sa candidature et sûrement depuis le premier jour de son mandat. Et on le fait d'autant plus volontiers qu'on est en Europe et qu'on a au fond pour ce candidat qu'on appelle faute de mieux populiste d'inépuisables réserves de mépris, pour reprendre une expression d'un président de la République française. Et ça ne nous avance à rien. Ça ne nous avance pas à comprendre non pas la psychologie du personnage, qui n'est pas l'essentiel, mais les mécanismes, les forces qui ont fait que un Donald Trump, celui-là, a pu être président des États-Unis, que les possibilités qu'il le demeure sont loin d'être nulles, d'autant, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, que la période se prête à des manipulations diverses et que nul ne peut aujourd'hui être sûr qu'il y aura des élections, comme la Constitution le prévoit, le premier mardi, si je me souviens bien, de novembre, enfin en tout cas le… Et le mardi qui suit le premier lundi de novembre, Voilà. c'est exactement ce que dit la Constitution. C'est C'est important, parce que si le 1er novembre est un mardi, ça veut dire que l'élection ne peut pas avoir lieu le premier mardi de novembre. C'est très juste. Je souriais en pensant à la finesse des pères fondateurs. Oui, remarquable. C'est donc le mardi qui suit le premier lundi de novembre, ce qui veut dire forcément que c'est entre le 2 et le 8 novembre, si vous faites votre calcul. Donc, si nous revenons à cette, comment dire, à cette insuffisance de compréhension des raisons pour lesquelles Donald Trump est aujourd'hui dans le bureau ovale. C'est un sujet de surprise et de stupéfaction, c'est vrai, et le caractère ubuesque du personnage que vous avez souligné est relevé évidemment par tout le monde depuis le premier jour. Il l'est notamment beaucoup en Amérique, dans l'élite américaine et dans la presse américaine. C'est quand même la première fois que l'on voit aux États-Unis un président qui a contre lui à peu près 90% de la presse écrite et presque 90% aussi des grandes chaînes télévisées, à l'exception de Fox News, qui est évidemment son channel favori, dont il suit toutes les émissions religieusement. Mais il a contre lui une grande partie de l'intelligentsia, disons. Ce personnage que l'on qualifie de populiste est un phénomène politique en soi. Et si on dépasse l'étude de la personnalité de Trump, qui a été abondamment commentée sur les deux rives de l'Atlantique depuis son élection, il faut s'interroger sur le phénomène. Vous avez raison, car c'est un phénomène. C'est l'arrivée en réalité d'un président qui a toutes les caractéristiques du populisme à la tête de la plus grande démocratie du monde. Alors, moi, j'ai une théorie personnelle, mais qui est partagée par beaucoup d'autres, qui est que Trump n'est pas arrivé par hasard, en réalité, et que l'élection de Trump n'est pas un épiphénomène ni un accident de l'histoire. Le Trump et le Trumpisme ne sont pas arrivés par hasard. Ils sont le produit d'une lente dérive vers la droite la plus populiste, ou vers même l'extrême droite du Parti républicain. Et ceci a commencé il y a, je dirais, un demi-siècle. Alors, ce serait fastidieux pour nos auditeurs d'en retracer toute l'histoire, mais en réalité, je crois que le début de ce phénomène se situe avec la fin de la guerre du Vietnam, la lutte pour les droits civiques et le programme de grande société du président Johnson à la fin des années 60, quand beaucoup des initiatives prises par le président Johnson étaient jugées beaucoup trop libérales par des démocrates très conservateurs du sud des États-Unis qui ont quitté le Parti démocrate pour rejoindre le Parti républicain. Et c'est en fait l'arrivée de ces renforts archi-conservateurs au sein du Parti républicain, qui date donc de l'administration Johnson, à mon sens, et qui a commencé ce mouvement de dérive vers la droite du Parti républicain. Tout s'est enchaîné par la suite. L'arrivée de Reagan et du reaganisme, avec la révolution libérale reaganienne, a également tiré le Parti républicain vers la droite. L'influence croissante des églises conservatrices du Sud et des églises évangéliques au sein du Parti républicain l'a accentué. Par la suite, j'accélère, je vais plus vite, mais quand on est arrivé
après la fin de la guerre froide, à une administration démocrate comme l'administration Clinton, il ne faut pas oublier que Clinton a eu affaire pendant 6 ans, sur les 8 ans de ses 2 mandats, à un Congrès dominé par les républicains, et notamment que les élections midterm de 1994, je suis arrivé comme ambassadeur juste un an après, et j'ai pu mesurer ce changement, ont été gagnées par un parti républicain très radicalisé à droite, que dominait un personnage qui s'appelait Newt Gingrich, qui a été, vous vous en souvenez, le speaker de la Chambre des représentants, qui dirigeait une coalition très radicalisée vers la droite qu'il appelait le contrat pour l'Amérique, le Contract for America, et que Newt Gingrich était véritablement un signe annonciateur de ce que serait le Trumpisme 20 ans plus tard. C'était la première incarnation, si vous voulez, de ce phénomène. Par la suite, avec l'administration Bush, le 11 septembre, les néoconservateurs au pouvoir en matière de politique étrangère, la radicalisation du Parti républicain vers la droite a continué de s'affirmer. On a vu apparaître les Tea Parties, on a vu se renforcer le rôle des églises évangéliques, et on a assisté à cette espèce de révolution conservatrice qui s'est manifestée au moment des élections il y a maintenant 3 ans et demi. Et dans ces élections, Trump a surgi de façon inopinée, puisque vous vous rappelez peut-être qu'il y avait une quinzaine de candidats aux élections primaires républicaines, dont tous n'étaient pas aussi populistes ou aussi radicaux que lui, mais qui ont tous, à la surprise générale, été défaits les uns après les autres par M. Trump, qui a émergé comme le grand vainqueur des primaires et qui ensuite a été élu à la stupéfaction générale aux élections de 2016, aux élections de 2016, avec d'ailleurs 3 millions de voix de moins que sa rivale démocrate Hillary Clinton, mais en emportant les États clés qui lui permettaient de contrôler le collège électoral. Arrêtons-nous un instant, si vous voulez bien, sur ces 3 millions de voix de moins qui répètent ou presque la situation qui s'était produite entre Bush Junior et Al Gore, l'ancien vice-président. Oui. Qui s'était présenté, et c'est non pas sur l'élection au suffrage universel direct, mais par l'élection au suffrage universel indirect, ce qu'au fond, on a un peu de mal à concevoir en France, bien que nous ayons un système comparable, notamment pour les municipales dans les grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille, mais donc ce sont les grands électeurs et non pas les électeurs qui ont fait, et Dieu sait que ça a eu de l'importance par la suite, de George Bush Jr. le président des États-Unis et qui ont fait de Donald Trump le président des États-Unis. Est-ce que ce système, est-ce que le caractère qui nous, sans doute à la plupart d'entre nous, paraît injuste, pour ne pas dire pire, de ce système, est-ce qu'il est perçu par une partie suffisante de l'opinion publique des États-Unis? Et si oui, est-ce qu'un changement est imaginable? Alors, je dirais non et non en réalité. Non à la première question parce que je ne crois pas que les Américains perçoivent l'injustice de ce résultat aussi fort que nous l'apercevons, nous. Nous le percevons très fort, Philippe, pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes évidemment habitués, en tout cas depuis 1965, à l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Comme on dirait aux États-Unis, one man, one vote, n'est-ce pas, le suffrage universel direct. Les Américains ne connaissent pas cette formule. Et en réalité, dans l'esprit des pères fondateurs qui ont rédigé la Constitution, le président des États-Unis n'était pas élu par le peuple, il était élu par les États. Il est le produit des États. Et la deuxième raison pour laquelle nous avons du mal à comprendre ce système, c'est que nous avons du mal à comprendre le fédéralisme d'une façon générale. On le voit très bien quand on parle de l'Allemagne aussi et du système allemand à nos compatriotes. Pour les mêmes raisons, ils ont des difficultés à le comprendre parce que les Français profondément centralistes et profondément jacobins n'arrivent pas à intégrer les raisonnements du fédéralisme. Les Américains, eux, sont nés et ont été bercés
par cette idée du fédéralisme. Et du coup, ils l'acceptent volontiers. Ils l'acceptent volontiers comme ils acceptent qu'au Sénat des États-Unis, par exemple, le Wyoming, qui est l'État le moins peuplé de l'Union et qui a moins d'1 million d'habitants, a 2 sénateurs, exactement comme la Californie, qui, elle, en a 40 millions, a également 2 sénateurs. C'est le système fédéral qui veut cela, et c'est l'idée des pères fondateurs qu'il faut bien comprendre. Le président des États-Unis est élu par les États, il n'est pas élu par le peuple américain. Alors, tout ceci a commencé d'apparaître comme une singularité avec l'élection de Bush, vous avez tout à fait raison de le rappeler. C'est en réalité, en effet, Al Gore qui avait remporté le suffrage populaire. Il avait, lui, à peu près 500 000 voix de plus que George W. Bush. Là, on est à 3 millions avec l'élection de Trump contre Mme Clinton. C'est évidemment, ça s'est amplifié de façon choquante. Est-ce que le système a des chances d'être modifié? C'est très difficile, d'abord parce qu'il est très difficile de modifier la Constitution des États-Unis. On peut le faire, on peut voter des amendements, il y en a plus d'une vingtaine qui ont été votés, mais à chaque fois, la procédure est extraordinairement lourde puisqu'elle implique le Congrès des États-Unis, mais ensuite la ratification par 50 législatures de 50 États à des majorités qui sont souvent très importantes, 2 tiers ou 3 quarts. Mais surtout parce que les Américains ne sont pas convaincus de la nécessité de le faire et qu'ils ont finalement une espèce de foi extraordinaire et presque inébranlable dans la sagesse des pères fondateurs et dans la sagesse de leur constitution. Nous autres Français, nous sommes assez habitués, malheureusement, à changer de constitution un peu comme on change de chemise. Aux États-Unis, on n'a jamais modifié la constitution depuis qu'elle a été adoptée par les pères fondateurs et on l'a simplement amendée pour en raffiner un certain nombre de dispositions. Mais nul n'envisage en réalité de changer de système. Et il n'y a pas de proposition aujourd'hui pour une réforme constitutionnelle qui élierait le président des États-Unis au suffrage universel. Personne ne s'est aventuré à proposer cela, même s'il y a de temps en temps des opinions dissidentes qui relèvent l'incongruité des derniers scrutins. Alors, vous avez raccroché l'élection de Donald Trump à la radicalisation de la droite et à la radicalisation du Parti républicain. Nous, cette radicalisation nous intéresse tout particulièrement en ce qu'elle concerne la politique étrangère, dont vous avez été un expert et un observateur. Je rappelle que parmi les conseillers de George Bush Jr., il y avait quelqu'un comme Richard Pearl, ancien trotskiste passé, le trotskisme semblant être une espèce d'agence de voyage politique, passé aux néocons les plus vigoureux. Qu'est-ce que cette équipe a apporté à la politique? En quoi est-ce qu'elle a modifié la politique étrangère américaine? L'équipe de Trump, vous voulez dire, ou l'équipe néoconservatrice? Parce que Pearl est néoconservateur. Oui. Non, je dis Trump, non, je voulais dire de Bush et de Richard Pearl, les néocons. Alors, les néocons, à l'époque de Bush, ont en réalité pris le pouvoir, littéralement, après l'attentat du 11 septembre. Car au début, on l'oublie aujourd'hui, mais au début, on ne savait pas très bien vers quoi allait s'orienter en politique étrangère la présidence de George W. Bush. Il était un peu victime du nom qu'il portait et on avait le souvenir de la politique étrangère très éclairée en réalité qu'avait menée son père. Tout a changé avec le 11 septembre. C'est à partir du 11 septembre que le vice-président Cheney et un certain nombre de conseillers, le secrétaire à la Défense, M. Rumsfeld, par exemple, son adjoint Paul Wolfowitz, ou les penseurs néoconservateurs, au nombre desquels Richard Pearl, que vous mentionnez à juste titre, parce qu'il a joué un rôle extrêmement important, ont tiré les États-Unis vers une politique néoconservatrice. La politique néoconservatrice, c'est en réalité une politique qui cherchait à imposer par la force, je la résume à cela, l'extension de la démocratie dans le monde. Il était souhaitable à leurs yeux que la démocratie se répande dans le monde, et singulièrement au Moyen-Orient, où l'absence de démocratie interdisait à Israël, par exemple, de trouver des interlocuteurs avec qui il pouvait s'efforcer de négocier l'avenir du Moyen-Orient. Et l'idée des néoconservateurs a été d'utiliser la force au bénéfice de l'Amérique, mais au bénéfice de l'expansion
forcée, si j'ose dire, de la démocratie. Ça a été une dérive assez particulière. Elle a mené à une catastrophe qui a été la catastrophe irakienne, dont nous pouvons mesurer aujourd'hui, avec le recul qui est le nôtre, presque 20 ans, enfin 17 ans de recul, à quel point ça a été un échec, et un échec tragique pour les populations de l'Irak, par exemple. Donc, le néoconservatisme est passé de mode, il n'est plus à la mode. Et chez M. Trump, vous ne trouvez aucun des héros de cette époque. Le seul qui, pendant un temps, a occupé le devant de la scène a été John Bolton, qui était son conseiller pour la sécurité nationale et qui avait déjà servi dans l'administration Bush comme adjoint au secrétaire d'État pour les questions de contrôle des armements. Mais sinon, les conseillers de M. Trump jouent un rôle relativement faible dans la définition de la politique étrangère qu'il a définie lui-même et qui est une politique qui se résume à son slogan « America First », l'Amérique d'abord. L'Amérique n'a pas d'alliés, elle n'a pas d'amis, elle n'a que des rivaux ou des compétiteurs, elle doit veiller à ses intérêts propres avant toute chose et ne se préoccuper que de cela. Et par rapport à ce qu'était la vision du monde de la génération de l'administration Bush, qui n'était pas la nôtre, mais qui était quand même plus construite, on a aujourd'hui un système de politique étrangère américain qui est un système vraiment isolationniste, puisque les Américains retournent à la source de ce qu'était leur politique étrangère au début du XIXe siècle. L'Amérique d'abord, nous ne nous encombrons pas des complexités de nos alliés sont aussi nos rivaux. D'ailleurs, ils tirent avantage de notre bienveillance pour, par exemple, se faire protéger sans dépenser d'argent pour leur défense. C'était le procès que M. Trump fait à ses alliés de l'OTAN. Et par conséquent, il n'y a plus d'alliés, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus que des rivaux. Même les voisins, le Canada, le Mexique, ont été traités pas beaucoup mieux finalement qu'ils ne traitent la Chine aujourd'hui. Est-ce qu'il faut penser que ceux des alliés des États-Unis, dont les chefs d'État ou les chefs de gouvernement, s'imaginent moins éloignés de Trump ou ayant avec lui des contacts plus francs, plus fructueux, Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça ne l'est pas? Vous voyez à quel chef d'État je fais allusion, évidemment. Mais au-delà des images, des serments de main, des déclarations du genre « nous avons une relation tout à fait particulière », est-ce qu'il est possible d'avoir avec Trump, sur le moyen ou le long terme, une relation qui ne soit pas soumise à des foucades politiques, caractérielles ou personnelles, et si oui, qui jouit de ce privilège? Mais personne, finalement, personne n'a réussi à nouer véritablement un lien avec lui. Les seuls leaders avec lesquels ils s'entendent bien sont des leaders qui pratiquent, si vous voulez, à peu près les mêmes articles de foi que lui. Il s'entend bien avec Bolsonaro, par exemple, au Brésil. On voit bien pourquoi, n'est-ce pas? Mais les autres, et notamment les Européens, ont beaucoup de mal. Il n'y en a pas un seul qui ait de bonnes relations avec Trump. Alors je vois que vous brûlez de me parler des tentatives de M. Macron pour établir une relation avec Trump, et il faut effectivement faire crédit au président de la République française d'avoir essayé diverses approches pour se concilier M. Trump, ou pour trouver un modus vivendi avec lui. L'invitation qu'il avait faite, qu'il avait adressée à M. Trump pour venir au 14 juillet 2017 était une très bonne idée, et la visite s'était bien passée. La visite d'État qu'il a faite à Washington par la suite était une très bonne idée. Mais on a vu très très vite qu'il ne faut pas se faire d'illusions et qu'il n'y avait pas moyen en réalité d'influer sur les décisions de M. Trump en politique étrangère. Et le président de la République a pu mesurer que tous les efforts qu'il a déployés pour dissuader le président Trump, par exemple, de dénoncer l'accord de Paris sur le climat ou de dénoncer l'accord nucléaire conclu en 2015 avec l'Iran, ou de retirer ses troupes de Syrie et d'abandonner nos alliés kurdes, tout ceci a échoué parce que Trump n'écoute que lui-même fondamentalement, et qu'il peut frayer avec d'autres leaders, mais il ne les écoute pas, il ne s'écarte pas de son credo ou de sa ligne de conduite, et finalement, chose absolument redoutable, il applique
à la lettre les différentes intentions qu'il a énoncées pendant ses campagnes électorales ou pendant ses tweets vengeurs du petit matin. Alors venons-en à l'élection à venir. Première question. Il est possible, vous le rappeliez tout à l'heure, que cette élection n'ait pas lieu. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette élection n'ait pas lieu? Qui, en dernier ressort, pourra avaliser la décision de reporter l'élection? Mais je ne sais pas, les constitutionnalistes eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux sur ce sujet. D'abord, pour utiliser vos propres mots, non, en principe, il n'est pas possible que cette élection n'ait pas lieu. La Constitution des États-Unis d'Amérique est formelle, elle dit deux choses. Premièrement, que l'élection doit se tenir le mardi qui suit le premier lundi de novembre en 2020, premièrement. Et deuxièmement, elle dit que le mandat du président et du vice-président d'ailleurs, s'achève le 20 janvier 2021. Ça, ce sont deux certitudes, puisque ça figure dans la Constitution. Donc, pour que ça n'ait pas lieu, il faudrait véritablement un changement majeur et un changement constitutionnel aux États-Unis, qui ne paraît pas concevable aujourd'hui. Rappelons qu'il n'y a pas de précédent dans l'histoire qu'une élection présidentielle n'ait pas eu lieu ou même ait été différée, ni pendant les deux guerres mondiales, ni pendant la guerre civile, comme les Américains l'appellent, que nous appelons la guerre de sécession. Rien de tel ne s'est produit. Jamais on a différé la date d'une élection présidentielle et jamais on a renoncé à la tenir. Donc, il faudrait qu'elle se tienne en principe. Alors, on peut peut-être essayer d'en modifier la date s'il y avait, il faudrait pour cela, mais on est vraiment dans le domaine de la haute conjecture, il faudrait une entente des deux partis, démocrates et républicains, pour que le Congrès propose de différer d'un mois ou de 2 mois, par exemple, la date de l'élection. Je ne suis même pas sûr que ce soit possible. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'au 20 janvier 2021, vous n'avez plus de président en exercice, ni de vice-président en exercice, si on n'en a pas élu un nouveau. Ça, c'est la Constitution. Supposons que l'élection puisse avoir lieu à la date prévue. La campagne, en tout cas, n'a pas lieu, ou plus exactement, pour le moment, elle n'a pas lieu. On a affaire, elle n'a pas lieu, et en même temps, elle est très déséquilibrée, puisqu'on voit tous les jours, plusieurs fois par jour, Donald Trump à la télévision, et que son principal concurrent, l'ancien vice-président Joe Biden, est quelque part dans le Delaware, où il est dans sa cave. À Wilmington, dans le Delaware, il est dans sa cave, il y est confiné, puisque c'est un État confiné, et il ne peut pas faire campagne. C'est une situation extraordinaire qui a d'ailleurs amené le Parti démocrate, déjà, à modifier la date de la convention. C'est la convention démocrate qui était programmée initialement pour se tenir à Milwaukee, dans le Wisconsin, le 20 juillet, si ma mémoire est bonne. Elle n'aura pas lieu le 20 juillet. Le Parti démocrate a décidé de la différer à fin août. Si elle devait se tenir fin août, ça veut dire qu'on aurait une campagne qui serait extrêmement courte, qui serait réduite véritablement à peine 2 mois. L'adversaire, Joe Biden, l'adversaire de Donald Trump, n'a pas encore choisi sa vice-présidente, puisqu'il a dit que ce serait forcément une femme. Oui. Et il n'a pas d'argent. Par rapport à Donald Trump, il a à peu près 2 fois ou 2 fois et demi moins d'argent que Donald Trump. Oui. Est-ce qu'une campagne courte est du coup en faveur ou au contraire un handicap pour lui? En termes financiers, ce n'est pas un handicap, ça lui facilite la vie. Les contributions arriveront effectivement lorsqu'il aura été désigné comme le candidat officiel du Parti démocrate. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Il n'est que candidat à la candidature, si j'ose dire. Il faut qu'il soit désigné par la Convention. Mais comme il ne fait pas campagne et qu'il se déplace peu, il n'y aurait que des spots publicitaires auxquels il pourrait contribuer financièrement pour l'essentiel. Il peut faire face à cela grâce au trésor de guerre dont il dispose aujourd'hui, mais ça ne le sert pas, effectivement, de ne pas pouvoir faire campagne. Il n'est pas sûr non plus que ça le desserve, puisque M. Trump est très exposé, lui. C'est lui qui est aux affaires, c'est lui qui a à traiter des difficultés de la lutte contre la pandémie de coronavirus. C'est lui qui a affaire à la dégradation des
des marchés financiers et de l'économie américaine. Et il peut être usé par ces différentes vagues, pendant que M. Biden, qui n'est pas non plus un formidable orateur, peut au contraire, lui, faire l'économie de quelques éventuelles gaffes de campagne. Donc, il n'est pas sûr que ça le desserve autant qu'on pourrait le penser au premier coup d'œil. Mais il est certain qu'il ne peut pas s'exprimer et qu'il ne peut pas non plus entamer de débat avec M. Trump, qui ne veut évidemment pas avoir de débat avec un candidat qui n'est pas désigné. Il est en tout cas inenvisageable que le Parti démocrate désigne un autre candidat que Joe Biden, sauf si le malheur voulait qu'il quitte cette vallée de larmes. Oui, bien sûr, oui, il peut toujours y avoir une surprise. Chacun sait que dans les conventions, il arrive parfois des surprises. Mais là, on n'en voit vraiment aucune se profiler. Par contre, ce que l'on a vu, c'est un candidat du parti qu'on appelle le Parti libertarien, décréter qu'il allait peut-être se présenter dans la campagne électorale. C'est un républicain qui, en réalité, est très désenchanté par l'administration Bush, comme le sont les membres du Parti libertarien, qui font campagne pour les droits des États contre le droit fédéral et contre le rôle de Washington dans la politique américaine. S'il se présente effectivement, cela ne peut que jouer, bien entendu, contre M. Biden, parce qu'un candidat d'un parti tiers, même s'il n'obtient finalement que très peu de suffrages, pourra plutôt les prélever sur le candidat démocrate, sur le challenger, que sur les voix du Parti républicain et du président sortant. François Bujon de l'Étang, je vous remercie. On approche à grands pas même de la fin de cet entretien. J'aimerais le terminer en vous sollicitant de nous confier un souvenir personnel sur votre rapport avec les États-Unis, que ce soit à titre personnel ou que ce soit au titre des fonctions que vous avez occupées sur place. Et voilà, telle est ma dernière requête pour aujourd'hui. C'est très difficile parce qu'il y en aurait beaucoup. Moi, je dois dire que j'ai éprouvé là-bas toutes sortes d'émotions. J'y ai vécu effectivement le Watergate, j'y ai vécu la fin de la guerre du Vietnam, j'y ai vécu l'ouverture de relations avec la Chine, mais c'est évidemment le souvenir du 11 septembre 2001 qui, pour moi, est le plus traumatique et le plus profondément émouvant, puisque je l'ai vécu alors que j'étais moi-même en vol pour me rendre à Salt Lake City, dans l'Utah, que mon avion a dû se poser en catastrophe à Kansas City et que j'ai eu un mal fou à m'extraire de Kansas City pour rejoindre la capitale fédérale en voiture, puisqu'il n'y avait pas d'autres moyens de transport, et pour faire face aux urgences de la situation du 11 septembre. Mais la vision dans l'aéroport de Kansas City, où on nous a débarqué à 10 heures du matin, des images des avions s'écrasant dans les tours du World Trade Center et de l'écroulement des tours, dans cette cohue de gens désorientés et traumatisés, est un souvenir que je ne suis pas prêt d'oublier et qui m'a touché au plus profond. François Bujon de l'Étang, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour nos émissions plus ordinaires que celles que nous venons d'enregistrer ensemble. Merci et à bientôt. Merci, ce sera avec plaisir.